On n'imaginerait pas une application, qui est dédiée aux femmes enceintes, qui soit, uniquement faite par des hommes, où tout le comité de direction, ce serait que des hommes. Je pense qu'on n'est plus en 90, on n'a plus envie de travailler dans un boys club où tout le monde se marche dessus. Ça fait un peu un double fardeau. Faut à la fois prouver que tu es compétente et à la fois prouver que tu pas un quota. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons Christelle sur le podcast qui va nous présenter sa vision de l'inclusion au travers de plusieurs petites anecdotes. Christelle, si tu le souhaites, je te laisse te présenter. Oui, alors salut Clara, donc moi c'est Christelle, je suis déjà intervenue sur le podcast il y a à peu près 1 an. Moi, ma situation elle a un peu changé, donc depuis 1 an, donc je suis partie sur une nouvelle aventure après Lydia. Maintenant je travaille chez May, donc c'est une solution d'avantages salariés. Donc quand je dis ça, bon, c'est pas trop ce que c'est, mais en fait ça touche tout le monde. Ça va du titre restaurant au chèque culture, au, chèque vacances. On en a beaucoup parlé entre nous, mais pourquoi selon toi l'inclusion c'est un véritable enjeu actuel? Et puis est-ce que tu as quelques chiffres ou quelques sources clés que tu peux nous partager sur le sujet? Donc déjà, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'inclusion, notamment, féminine? Parce que c'est un peu le sujet que je connais dans le milieu de la tech et dans les métiers techniques en particulier. Alors, oui. Et donc, pour appuyer ça, j'ai trouvé les chiffres de McKinsey qui sont sortis donc cette année sur, l'Europe et du coup, il y a moins de 30 de femmes dans la data. En France, c'est même moins que ça et c'est de pire en pire, plus les métiers sont techniques. Ce qui fait que pour des métiers type ML engineer, on arrive à moins de 12 de femmes. Donc ce qui est vraiment très peu et on peut se dire, «OK, bah, c'est peu, mais est-ce que c'est vraiment un problème?» Il y a des métiers qui sont, très féminins, l'éducation qui est majoritairement féminine, la santé et pourtant, ça pose pas de problème. Moi, j'y vois, 2 problèmes. Le premier, c'est que la tech et les startups, représentent une grosse partie de l'innovation, qui arrive et est-ce qu'on a vraiment envie que cette innovation et que ce monde de demain, il soit pensé par un seul groupe de personnes qui représentent pas du tout l'intégralité des gens. Moi, pas trop. Et deuxièmement, les métiers techniques, notamment, donc les métiers de la tech, mais notamment les métiers très techniques, vont être, de plus en plus en tension. Ils le sont déjà et ils sont amenés à l'être, de plus en plus. Il y a énormément d'études, là-dessus. En tension, ça veut dire, que c'est facile de trouver du travail et donc ça apporte une certaine stabilité financière. Et deuxièmement, c'est des métiers qui vont être rémunérateurs. Est-ce qu'on a envie que les femmes soient, moins représentées dans les métiers les plus rémunérateurs, je crois pas. Il y a vraiment des efforts qui sont faits sur le salaire à poste égal. On voit, même s'il y a encore des écarts, que cet écart se réduit. Maintenant, sur le salaire global, c'est vraiment, vraiment très loin. Une des clés, c'est, que les femmes soient représentées, à part égale dans les métiers rémunérateurs. Sur les métiers justement, techniques, généralement aussi le problème qui peut se poser, il est plus en amont. C'est-à-dire que c'est dans les écoles que ça se joue. Enfin, je sais que sur mon expérience précédente, en fait, à la fin, on en arrivait un petit peu là où on se disait: «Ben, on a moins de candidates, sur certains postes». Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi, Clairement et en plus, ils en parlent, vraiment dans le rapport, tu as un drop, tu passes, à 40 voire moins dans tout ce qui est, études STEM avec la nouvelle réforme du bac. Il y a de moins en moins de filles qui choisissent les maths, par exemple, au lycée, qui les a amenées à faire, des rétropédalages sur cette, réforme, mais c'est pas en train de s'arranger du tout. Maintenant qu'on sait, qu'il y a un problème, la question c'est, comment on fait pour, enfin, maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, on se dit, est-ce que, est-ce qu'il y a aussi économiquement un intérêt pour les entreprises, à faire plus d'inclusivité? Parce que là, on a vraiment parlé plus sur un plan politique, donc on a envie qu'il y ait des femmes un peu partout et cetera. Mais d'un point de vue économique, on peut se dire: «Bah, en fait, il y a aucun intérêt à le faire». Je t'ai envoyé un article, l'autre jour, qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai lu donc dans le Wall Street Journal où le journaliste, dit sur la faillite, de la Silicon Valley Bank. Vraiment, la phrase, c'est quasiment ça, je vous laisse aller voir l'article, mais c'est, «Je ne dis pas que, 12 hommes blancs, ne seraient pas arrivés à ce désordre, ou ce bordel, mais peut-être que leur recherche, d'inclusion et de diversité les a détournés de leur but premier qui est, le profit». Et en ça, moi, je pense qu'il y a 3 arguments économiques très forts. Un, parce que c'est un problème politique. De fait, le régulateur va venir et imposer, un truc dont on parlera tout à l'heure, mais des quotas, notamment, sur, les conseils d'administration, les comités exécutifs et du coup, si on prépare pas les femmes à l'avance sur, ce genre de poste, en fait, elles seront inefficaces quand elles y arriveront. Donc on va dire, bon, c'est les femmes le problème, mais en plus, ce sera pas efficace pour l'entreprise. Donc les préparer en amont et se préparer, à la régulation, c'est hyper important.
Deuxièmement, c'est hyper important quand on construit un produit, à moins qu'on veuille, destiner son produit qu'à un seul groupe de la population, que les gens qui construisent le produit ressemblent et comprennent un peu la population à qui s'adresse le produit. Enfin, je prends un exemple un peu bête, mais on n'imaginerait pas une application qui est dédiée aux femmes enceintes, qui soit, uniquement faite par des hommes, où tout le comité de direction, ce serait que des hommes. Et aussi, on se rend compte que les équipes, plus elles sont diverses, plus elles sont efficaces. Donc il y a plusieurs études, là-dessus. Il y a des études, sur des entreprises où ils regardent juste, le pourcentage de femmes et à quel point elle a des bons résultats économiques. Mais après, il y a aussi des études, un peu plus marrantes d'économie expérimentale où, ils ont pris, moi j'ai un exemple, colombien, où ils ont pris, des groupes, d'hommes et de femmes et aussi d'autres choses, pour, considérer la diversité et l'inclusivité et ils ont pris des équipes très diverses et des équipes homogènes et ils les ont fait un exercice de pricing de marché, d'un marché, qui n'existait pas, donc un marché fictif et il se trouve que les équipes, diverses, prédisaient, 58 mieux, que les équipes, complètement homogènes. Donc en vrai, on a des preuves que, les équipes diverses performent mieux, donc on a à la fois des arguments politiques et économiques pour dire que c'est hyper important, d'être plus inclusif dans la tech. Si tu veux, on peut passer aux anecdotes. Il y en a 2, une sur le leadership et une autre sur les quotas. Quand tu m'as posé cette question, des anecdotes un peu, qui me revenaient, quand je reviens sur ma carrière et avant d'occuper des postes, disons à responsabilité, les remarques que j'avais et les anecdotes que j'ai, c'est plutôt lié, à un soupçon d'incompétence et j'ai une anecdote, qui date, de mon école d'ingénieur où j'étais dans une association étudiante et on m'a refusé le poste de trésorière parce qu'on m'a dit, «Les filles et les chiffres, ça fait pas bon ménage». Donc ce qui était assez drôle pour, quelqu'un en école d'ingénieur et après en tant que leader, je trouve que ce qui est venu se rajouter à ça, c'est ce soupçon de douceur, de gentillesse, qui fait que, en fait, on pourrait pas être un leader, on pourrait pas, gérer une équipe parce qu'en fait, on est, calme, doux, un peu sensible et cetera et donc j'ai une anecdote là-dessus, donc on travaillait donc avec, des homologues masculins, en fait, il y avait, les collaborateurs devaient remplir quelque chose, de manière, périodique et personne ne le remplissait jamais parce que pour eux, ils comprenaient pas vraiment l'intérêt de remplir cette chose. Donc moi, j'ai soumis l'idée que j'avais testée dans mon équipe au lieu de leur imposer, ce qui marchait pas, de, faire un espèce de petit jeu et puis, s'ils arrivaient à le remplir collectivement, de leur offrir un truc à la fin et là, ça a été, c'est infantilisant, si tu les tiens vraiment, tu as pas besoin de faire ça, voilà et donc pour moi, c'est vraiment, caractéristique de, il faut être super autoritaire, faut être dur, même s'ils comprennent pas ce qu'ils font, c'est pas grave, il y a que ça qui compte et c'est la seule façon d'être, de gérer et ça fait dire que, en fait, si on n'est pas dur, autoritaire, froid, descendant, en fait, on peut pas être un manager et ça, c'est hyper violent parce que à ce moment-là, tu as 2 choix. Soit tu te dis: «Bon, je pourrais jamais faire ça, je vais pas sur ce genre de carrière même si ça te donne envie». Ou alors tu dis: OK, je vais changer et je vais devenir, quelqu'un d'autre, quoi. Et justement là-dessus, en fait, comment toi tu as fait dans cette situation-là? Et puis est-ce que, dans le fond, tu penses vraiment qu'il existe une différence de type de management entre les femmes et entre les hommes? Ouais, moi, ça me dérange vraiment, le côté, si tu es une femme, c'est comme ça que tu vas manager, si tu es un homme, c'est comme ça que tu vas manager. Mais au-delà des clichés, classiquement, on va rattacher certains types de qualités et stéréotyper certains types de qualités plutôt, à des femmes et d'autres plutôt à des hommes. Notamment, pour les hommes, ça va être plutôt, même si moi je pense pas que du tout que ce soit vrai, mais c'est un stéréotype. Les hommes, c'est plutôt, autoritaire, descendant et les femmes, ça va être plus, sensible, émotive, plus, dans l'écoute, dans l'adaptabilité et donc moi, je vais séparer un peu ces 2 parties-là. Sur la partie, écoute, adaptabilité, je pense qu'en vrai, le truc, c'est que tous les managers aujourd'hui dans la tech devraient réfléchir à ce genre de choses, et notamment parce que être plus à l'écoute, être plus adaptable, c'est aussi, s'ouvrir à un public plus divers. Donc en fait, c'est un peu un cercle, vertueux de l'inclusivité. De fait, si tu es plus souple sur les horaires, tu peux avoir des parents, tu peux avoir des gens plus âgés, tu peux avoir des gens plus jeunes qui ont des activités à côté et puis, il y a vraiment une guerre des talents, même s'il y a eu pas mal de layoffs ces derniers temps,
Quand tu regardes le solde, en fait, c'est des métiers qui sont toujours en tension. Tu as toujours des problèmes de recrutement et donc tu as envie soit de recruter les meilleurs talents, soit de les garder et c'est quand même un avantage comparatif que d'offrir une certaine écoute, une certaine flexibilité et enfin, je pense que, du coup, c'est des qualités que tout le monde devrait développer et moi, je pense qu'on n'est plus en 90, on n'a plus envie de travailler dans un boys club où tout le monde se marche dessus, ça me fait pas rêver. On est des êtres humains, on a tous des émotions, la colère, les accès d'autorité et tout, c'est aussi, une émotion. Alors c'est pas une émotion féminine, c'est pas des pleurs, mais c'est aussi une émotion et la personne dit rien. Maintenant, les pleurs, je sais que c'est difficile à gérer pour plein de gens, pour plein de managers. Mais ça veut pas dire qu'on s'effondre. Il y a plein de gens qui, pleurent, naturellement et en plus, c'est quelque chose qui est très difficile à à réguler quand on a la larme facile. Donc ça veut pas dire que la personne s'effondre si elle se met à pleurer, ça veut juste dire qu'elle c'est sa façon de gérer ses émotions et ça veut pas dire qu'elle est faible et qu'elle est pas capable de s'en sortir, sur plein d'autres sujets parce qu'à un moment, il est 20h, elle est fatiguée, elle se met à pleurer, quoi. Et du coup, le fait d'avoir des managers plus divers, plus adaptables, plus à l'écoute, en fait, c'est aussi, une façon de gérer le fait que c'est des humains et que c'est pas tous des robots et donc c'est aussi une façon de plus de diversité, plus d'inclusivité. Complètement. Et ouais, j'ai une façon aussi de nommer les fameux pleurs, dont on parle, là. Moi, j'appelle ça des pleurs de décharge, un peu comme, je sais qu'on les appelle comme ça pour les bébés, quand ils ont beaucoup de stress et cetera et je trouve que parfois, on a l'impression qu'effectivement tout le monde s'effondre et cetera, alors que non, c'est juste une façon de se libérer de la pression et ensuite on repart beaucoup plus facilement donc c'est assez marrant de voir le regard que peuvent avoir les autres sur ça. Mais carrément et en plus, c'est fou à quel point ça peut porter préjudice à des gens d'avoir la larme facile, alors que tu te prives potentiellement de quelqu'un qui est très bien, mais juste, il a cette caractéristique, quoi. Je trouve ça super, super dommage. Pour revenir du coup un peu sur, justement l'anecdote que tu évoques, toi, quels ont été finalement les grands mécanismes, que tu as mis en place pour montrer et puis pour, prouver qu'en fait on pouvait être, une femme et être manager? D'abord, je pense que le premier truc, c'est de se convaincre soi-même. C'est peut-être le plus difficile, parce que si tu es pas convaincu, que tu en tant que femme et avec, finalement pas forcément qu'en tant que femme, tu es capable d'être manager, bah, c'est dur d'en convaincre les autres. Donc moi, je pense que c'est important quand on a des opportunités d'y aller, alors tu peux échouer, mais si tu réussis, ça te donne des preuves et une façon de te réassurer toi-même que, bah, tu en es capable, que, ta méthode, ta personnalité, ça embarque des gens. Alors ça embarquera jamais tout le monde, enfin c'est pas le but, il y a plein d'entreprises, donc les gens ils sont aussi là pour choisir un peu, c'est pour ça qu'il y a des entretiens de fit. Le but c'est, de trouver un management et une équipe dans laquelle, tu te sentiras, à l'aise et tu penses que tu pourras progresser et avancer avec, le management qui te convient. Mais ouais, se lancer, parfois, si tu pas sûr de toi, bah, faire un peu semblant que tu es sûr de toi et puis après, de manière, je dirais, dépassionnée, et un peu rationnelle, bah, regarder ce qui a marché, ce qui a pas bien marché et si, la majorité des trucs ont marché, ben, ça veut dire qu'en fait, tu en étais capable et tu pouvais le faire et du coup, tu peux convaincre les autres aussi que tu peux le faire et puis, je pense qu'avant tout, c'est, être soi-même. Quand tu essaies de devenir quelqu'un d'autre, quand tu essaies de changer un peu ta personnalité, ça se voit très vite. Du coup, tu as pas la même relation de confiance et puis tu as pas la même assurance. Alors que quand tu es toi-même, bah, tu sais ce que tu es et l'assurance, je crois que c'est vraiment une des clés, du leadership. L'assurance, ça veut pas dire, écraser les autres, ça veut pas dire penser qu'on est meilleur que tout le monde, pas du tout. Ça veut dire, connaître ses forces et ses faiblesses et puis avoir un projet, avoir un plan et embarquer des gens avec toi. Dans une équipe, je crois pas trop au management de la peur. Je suis pas sûre. Je pense que c'est important d'embarquer les gens dans une aventure commune, donc avoir de l'assurance, c'est aussi une façon de mettre un cap, donner, aux gens qui travaillent avec toi envie de te suivre, plus que, les obliger à te suivre, parce que tu es là et parce que tu es manager. Est-ce que justement parmi les conseils que tu pourrais donner à des femmes, dans le même, cas, enfin qui sont en passe ou qui sont déjà, managers, tu donnerais ce conseil lié à l'assurance et plutôt à la réassurance, de se dire: «Bah, en fait, on va tester quelque chose, puis on va voir si ça fonctionne et si ça fonctionne, bah, on se rassure un petit peu soi-même sur ses «compétences» entre guillemets, quoi». Ouais, ouais, non, mais clairement, je pense que c'est le conseil, c'est vraiment, y aller, prendre les opportunités quand il y en a, parfois un peu les déclencher
et pas, dès le premier échec se dire, «Bah, en fait, c'est parce que j'étais pas au niveau, quoi». Je pense que c'est important de rencontrer d'autres femmes, de participer à des communautés. Moi, j'ai participé, à Women in Data Science, du coup, il y a pas longtemps et c'était super, agréable de voir que c'était très paritaire dans l'assemblée. Ça, j'ai trouvé ça, vraiment étonnant. Mais se rassembler, écouter des gens qui parlent, aller parler aussi, parce que c'est important. Je sais qu'il il y a beaucoup de personnes, dans des groupes de population un peu sous-représentées qui cherchent, des speakers, soit des femmes, soit d'autres types, pour d'autres types d'inclusivité et c'est important d'aller parler, c'est important de se montrer, c'est important de se constituer un groupe, enfin ça rassure et ça aide à avancer. À l'inverse, est-ce que tu aurais des conseils, justement pour nos éditeurs plutôt, qui, souhaiteraient prendre un peu de recul et puis, potentiellement avoir un impact justement sur ce sujet? Ouais, alors je pense que, pour les auditeurs, notamment pour ceux qui sont dans des postes, de management, je pense que le premier sujet, c'est de se poser des questions. Donc, que ce soit pour nos auditeurs ou nos auditrices. Parce qu'en fait, on peut complètement faire partie d'un groupe, particulier et avoir, des préjugés et enfin, je pense que j'en ai, plein et le première étape, c'est quand même d'essayer de les objectiver et de les combattre et rien que se poser la question, c'est déjà pas mal. Pareil, je pense que participer à ces événements, c'est hyper important. Maintenant, je pense que pour les hommes qui, sont mal à l'aise face aux émotions, fortes, ça, c'est hyper important de tu vois, tout ce qu'on a dit sur, comprendre que c'est pas grave, que c'est pas la fin du monde, pas paniquer quand quelqu'un se met à pleurer, que c'est pas la fin du monde, que c'est comme une crise de colère, on la gère, on sait gérer et ouais, ça, je pense que c'est les conseils que je donnerais. Pour ouvrir de manière un petit peu plus générale et là peut-être plus justement aux entreprises aussi, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques? Alors, je vais repartir du rapport de McKinsey. Il y a tout ce dont on a parlé sur, l'adaptabilité, sur le fait que, bah, il y a une période de la vie où, les femmes ont besoin d'un peu plus de flexibilité peut-être, la grossesse notamment. Et moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont paniquées à l'idée de tomber enceinte alors qu'elles attendent une promotion, qu'on leur, plus ou moins refuse une promotion parce qu'elles doivent partir en congé maternité. C'est une situation qui est hyper compliquée, donc réfléchir à la situation de la maternité. Je pense que c'est quand même, hyper important pour les entreprises de s'adapter et notamment, je connais beaucoup de femmes qui partent, de leur entreprise après leur, congé maternité, donc qui reviennent jamais et je pense que c'est important d'avoir un vrai accompagnement, pour l'avant et pour l'après le congé maternité pour s'assurer qu'elles reviennent. Dans le rapport, ce dont il parlait aussi qui était assez intéressant, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, il y a très peu de femmes, dans les STEM, donc dans les études, techniques et mathématiques. L'idée, ça va être, de permettre les reconversions et d'aider à former à des métiers plus techniques, des gens qui peut-être viennent d'orientations plus business. La tech américaine est assez connue pour, faire pivoter des gens, prendre des gens avec des backgrounds un peu différents et enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça a quand même plutôt bien marché. Donc la formation, aider les gens à bouger de carrière s'ils en ont envie, je pense que c'est quand même, c'est aussi une des clés à court terme, même si à long terme, ce serait bien qu'il y ait, plus de mixité dans les études, STEM, mais ça, c'est plus difficile à faire. Super clair. Bah, merci beaucoup, sur ce sujet. On en a fini. J'espère qu'en tout cas, ça va pouvoir, aider, que ce soit les auditrices, les auditeurs, voire, les un peu les entreprises. Et si tu veux bien, on peut passer sur, le deuxième sujet, donc le fameux sujet des quotas. Un grand sujet qui a fait pas mal, de débats. Est-ce que toi, tu pourrais donc nous partager un petit peu ton anecdote? En fait, ça revient à ce que je disais au début, sur le soupçon d'incompétence. En fait, c'est super les quotas, parce qu'il y a pas de moyen plus efficace que la coercition pour faire ce genre de truc. C'est un des moyens, je pense, les plus rapides. Maintenant, ça a des effets pervers et notamment, ça renforce le sentiment d'incompétence et la suspicion d'incompétence des femmes qui se retrouvent à certains postes. Moi, j'ai des anecdotes qui m'ont touchée et puis aussi surtout des anecdotes qui ont touché, mes amies, tu peux pas enfin, elle a eu ce poste, dans, une big tech parce qu'ils ont des quotas, elle était vraiment pas au niveau. Pire, une fille qui a été promue, donc dans une équipe, un des gars de l'équipe qui a démissionné en disant, «Moi, je vais aller dans une entreprise où, on sait reconnaître la performance des hommes blancs». Enfin, je veux dire des trucs, inadmissibles. Je pense que c'est un effet pervers et je pense que c'est assez compliqué à gérer quand tu es une femme.
d'expliquer, enfin, devoir s'expliquer de pourquoi on n'est pas un quota, ou pourquoi si on est un, c'est pas un problème, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu penses, toi, véritablement sur le sujet des quotas? Moi, je pense qu'elle favorise l'inclusion, numérique. Maintenant, ça fait un peu un double fardeau parce que, faut à la fois prouver que tu es compétente et à la fois prouver que tu es pas un quota et faire ton travail et cetera. Et ben, justement, toi, comment tu as fait pour pouvoir y répondre? Alors moi, je dis pas que ma solution elle est, bonne pour tout le monde, elle est bonne pour, moi. Moi, j'aime pas du tout, le conflit. Je suis assez, mal à l'aise en débat, donc je vais pas pouvoir rentrer dans des grandes diatribes sur, en fait, y aller frontalement et dire, «Non mais tu tort, je suis pas un quota». En fait, je vois pas comment tu peux sortir d'un débat pareil parce que c'est quand même une affaire de croyance. Donc moi, mon avis, c'est qu'en fait, il y a un peu deux cas de figure. Dans le cas de figure, en dehors du travail, donc avec des amis, ou avec, des collègues du travail en dehors du travail, la bonne façon de répondre pour moi, en particulier, c'est de dire, «Et alors?» Il y a plein de raisons pour laquelle tu peux être promu qui sont pas du tout objectives, ou tu peux être engagé quelque part où tu es pas du tout objectif. Enfin, on est des êtres humains, quand on fait un entretien, on est, touché par une personne qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît, enfin, il y a plein de biais, enfin, on fait des entretiens de fit, quoi. Enfin, je veux dire, où tu te dis, «Ça fit ou ça fit pas». Je veux dire, si tu fais bien ton travail, ben, oui, je suis peut-être pas la plus méritante sur le papier pour tel truc, mais en fait, je fais bien mon travail, ça marche bien, donc il y a aucune raison de changer les choses. Et si c'était pas parce que j'étais une femme, c'était peut-être parce que, je ressemblais à quelqu'un qui l'aimait bien, avant, quoi. Et donc ça, c'est vraiment sur un plan, bah, quand on est entre personnes, qu'on connaît, avec des amis. Maintenant, quand c'est au travail, s'il y a des témoins, il faut qu'il y ait sanction. Alors une sanction, heu, proportionnée, enfin, il y a pas besoin de faut que dès qu'il y a un écart de ce type-là, ce soit pas minimisé par le management et ce soit, sanctionné immédiatement. On peut pas dire sur une collègue que, elle a été promue, parce que, c'était une femme et si on laisse passer, c'est fini. Je pense que vraiment, sur le lieu du travail, c'est très important que la hiérarchie, le sanctionne et de le signaler si on en est victime. Mmh. Bah, justement, j'allais te poser la question, sur le conseil que tu pourrais donner aux auditrices dans ce cas-là. Donc là, ce que tu dis, c'est finalement de se rendre compte déjà, dans un premier temps, de ce qui a été, dit, tout simplement et puis, de pouvoir en parler, pour qu'il puisse ensuite, y avoir une action. Ouais, je pense qu'il faut vraiment jamais laisser passer aucun. Enfin, en fait, si tu laisses passer une fois, c'est tu faut pas laisser passer. Et j'écoutais un podcast du Monde, l'autre jour sur, Cécile Duflot, donc l'ancienne ministre, qui avait été sifflée dans l'assemblée parce qu'elle portait une robe. Et elle disait, «Bah, moi, quand on m'a dit ça, j'ai réagi par l'humour, mais en vrai, j'aurais juste dû condamner et leur faire avoir des sanctions». Parce qu'en fait, on peut pas laisser passer et en fait, parfois, on n'a pas le choix quand c'est dans sa vie personnelle, mais au travail, réagir par l'humour, finalement, c'est, dire: «Bah, il a le droit de faire ça, quoi». Ouais. Après, c'est vrai que dans certaines situations, c'est pas toujours évident, de trouver la bonne phrase, tu vois? Comme tout à l'heure, est-ce que tu aurais des conseils, en fait, à des hommes, qui seraient face à cette situation ou dans cette situation-là ou témoins de cette situation? Mais en fait, je pense, c'est aussi pour les hommes et pour les femmes, si tu es témoin de cette situation, moi, c'est une situation que j'ai eue, enfin, je pense qu'il faut vraiment pas laisser passer et surtout si c'est quelqu'un que si c'est pas soi, c'est encore plus facile à défendre, que c'est important de pas couper la discussion, donc de pas se fermer et de pas se braquer, mais d'appeler les gens à se poser des questions genre: «Pourquoi tu penses ça?» Est-ce qu'en fait, il y a un peu de jalousie là-dessous? Est-ce que toi, tu as jamais eu une situation où tu as été promu, où en fait, il y avait quelqu'un qui potentiellement l'aurait mérité aussi? En fait, replacer dans le contexte et amener une discussion, pas forcément fermer le débat, mais ne pas laisser passer, comme si c'était rien, quoi. Et pareil pour les femmes aussi, je pense que ça arrive. Enfin, en fait, je pense que ça arrive à tout le monde, quand c'est un homme ou une femme d'avoir des préjugés et d'être pétri des préjugés qui sont, que de la société dans laquelle on vit et c'est important de s'interroger sur ça, d'écouter, du contenu, pour s'informer et puis, se questionner. De manière plus générale, l'inclusion et la diversité, qu'est-ce que ça peut évoquer de plus pour toi? Là, on a parlé, bon, bah, parce que ça me concerne, mais plus, d'égalité, homme-femme. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment d'autres, sources, de discrimination et de manque de diversité. Un problème qu'on rencontre en France,
c'est que, la diversité homme-femme, c'est un des seuls, biais qu'on peut mesurer. Parce qu'en fait, c'est facile de savoir, dans la population française qui est un homme et qui est une femme. Maintenant, sur d'autres sujets comme notamment l'ethnicité, en France, c'est très tabou. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien de parler de statistiques ethniques. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça, mais c'est juste pour remettre dans le contexte, moi, j'ai participé à une conférence en 2018, de machine learning, donc il y a 15 000 personnes, une énorme conf, ça s'appelle NeurIPS maintenant et j'ai été, hyper choquée parce que j'assiste à un donc j'étais dans un workshop, sur la fairness, justement, plus d'inclusivité, fairness dans les algorithmes et cetera et il y a une, personne qui fait sa présentation sur comment elle a essayé de prédire l'ethnicité des gens en fonction de leur prénom et de leur ville et moi, j'étais, enfin, j'ai trouvé ça affreux, enfin, dans ma culture française, enfin, la dernière fois qu'il y a des gens qui ont fait ce genre de choses, c'était quand même pas très net. Mais il se trouve que pour elle, donc et ça a choqué personne dans l'assistance à part moi, sa conclusion, c'était: «Il faut, demander l'ethnicité des gens pour, faire des scores de crédit, pour être sûr qu'on est vraiment, inclusif, fair sur les scores de crédit». Donc c'est vraiment des questions à se poser sur comment on fait donc avec notre culture française de ne pas mesurer ce genre de biais? Comment on est capable de, quand même adresser ce problème, même si on peut pas le mesurer? Parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres ensemble, au début, ça nous soutient vachement notre propos et cetera et qu'est-ce qu'on fait si on peut pas le mesurer? Alors j'ai pas la réponse, mais je pense que c'était important de soulever la question. Ouais, non, mais effectivement, en soi, c'est vrai que c'est des sujets en France qui sont moins facilement abordables. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose de plus de manière, générale sur tout ce qu'on s'est dit ou sur ce sujet-là? Non, bah, merci de m'inviter. Je trouve que c'est une super initiative, de parler de ça, dans un podcast, même un peu technique, enfin qui parle d'habitude plus technique, je pense que c'est une belle initiative. Bah, merci à toi et puis, ravie de t'avoir reçu. J'espère qu'en tout cas, tout notre échange pourra, aider un petit peu les auditrices et les auditeurs, à s'ouvrir sur ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.